Vous êtes un certain nombre sur Academ à connaître l'œuvre, sinon la personne, d'Hélène Cixous, écrivaine et dramaturge, auteure d'une œuvre vaste, prolifique, intense, autour des guerres, de quelques guerres de libération, celle de l'Algérie bien sûr, mais aussi celle des femmes, et aussi d'une certaine manière celle d'une certaine judaïté française, celle de la littérature. On voit par là l'étendue de ces réflexions et de ces questionnements. Et donc, pour ceux qui ne connaissent ni l'œuvre, ni la personne, ce sera aujourd'hui une découverte, sinon une révélation. Bonjour Hélène Cixous. Bonjour. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Le début, c'est-à-dire Oran, à la fin des années 30. Un père médecin, séfarade d'Algérie, puisqu'il est né lui-même à Oran. Une mère sage-femme, ashkénaze, d'origine allemande, née Klein, ou Klein. 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 C'est important. Oui. Ma mère n'était pas sage-femme encore. Hein. C'était une jeune Allemande qui est partie en courant quand Hitler est arrivé et qui a eu une aventure extraordinaire. C'est-à-dire, comme tant de jeunes Allemands qui étaient portés à la fois par le Wanderlust, enfin l'envie de voyager, et aussi par un européanisme extrêmement fort. Ma mère a commencé à circuler quand elle avait 19 ans et elle est très vite arrivée en Angleterre, en France, etc. Elle a rencontré mon père à Paris. Et mon père venait soutenir sa thèse de médecine à Paris. Ça, c'était une histoire déjà qui appartient à la grande histoire, parce que les gens d'Algérie devaient finir leurs études. C'est-à-dire le couronnement était à Paris, oui. Toujours. Quelle que soit la discipline ou en médecine? En tout, et ça, même quand j'y étais, c'était comme ça. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, mais on ne va pas anticiper. Donc cette famille, moitié ashkénaze, moitié séfarade, c'est une famille laïque, mais profondément juive, on peut le dire comme ça? Oui, mais puisque c'est très très historicisé pour moi, mon père était socialiste, il était athée. Dans mon enfance, la trace de la judéité, d'une culture, etc., était portée par ma grand-mère allemande, parce que mon père ne l'a jamais fait. On n'a jamais été à la synagogue. À Oran, jamais? Non. Mais par contre, c'était très présent et porté par ma grand-mère allemande. Mais qui était en Allemagne ou qui était... Qui nous a rejoints en 1938, après la Kristallnacht. Ça a été déclencheur? Non, parce que quand même, comme on le sait, Hitler, ça a commencé longtemps avant. Et il y avait déjà eu, avec la Kristallnacht par exemple, la moitié d'Osnabrück avait été déjà arrêtée. Enfin bon. Mais malgré que la nuit de cristal intervient 6 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, des Juifs allemands restaient encore en Allemagne. Mais absolument. Ça m'a énormément intéressée, évidemment. Bon, ma mère est partie tout de suite. En 1929, elle est partie. Et elle était jeune. Elle avait 20 ans. Et elle a fait ses bagages, emmené sa sœur et dit à ma grand-mère, tu devrais venir. Pourquoi? Parce qu'elle a senti les choses? Parce que je savais ce que c'était qu'Hitler. Ça se voyait dans la rue, partout. L'antisémitisme de Hitler était installé. Osnabrück est une ville extraordinaire, vraiment, et une ville avec une tradition inouïe, puisque c'est là qu'on a signé le traité de Westphalie, entre Osnabrück et Münster, pour les deux religions. Donc Osnabrück en Basse-Saxe. Oui. Vous avez fait... C'était le Hanovre. Maintenant, c'est la Basse-Saxe. Oui. Oui. Mais vous avez tenu à y aller? J'ai tenu à y aller. C'est une longue histoire. C'est-à-dire que d'abord, j'ai été à Osnabrück toute mon enfance, parce que ma mère en parlait tout le temps. Et avec ma grand-mère, donc c'était très présent. En fait, ma famille, elle était très allemande, c'était très allemand. Et c'était en plus, ma petite enfance, c'était en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et Oran était sur le passage aussi, en transit, de très nombreux réfugiés. Donc ça, j'ai vécu avec ça aussi, avec ce monde de réfugiés et de déportation dans ma toute petite enfance. Et donc, je savais ce que c'était que l'Allemagne nazie, etc. Vous parliez l'allemand déjà? Enfin, ma mère et ma grand-mère parlaient allemand. Mais vous-même? Je pouvais parler un petit peu. Voilà. Mais c'était très familier, c'était dans la maison.
Ma grand-mère a dû apprendre le français. Mais à moi, elle me parlait en allemand. Et jusqu'à la fin de sa longue vie, ça a continué. Elle m'écrivait en allemand, etc. Enfin, j'ai beaucoup perdu avec elle. Mais bon, c'était quand même un monde qui m'était assez familier. Et je pense que là, il n'y avait absolument ni illusion, ni... Alors, la question de partir ou ne pas partir, qui est une question si importante, qui est une question morale, politique, philosophique, elle s'est posée dans la famille de ma mère, enfin dans les familles de ma mère, celle de son père et celle de sa mère, tout de suite, très vite. Elle était... Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y avait une différence dans l'éducation juive laïque que vous avez reçue entre le côté paternel et le côté maternel? Donc on est à Oran à la fin des années 30. Et comment vous l'avez perçu avec le recul? Mais moi j'ai été élevée, si je peux dire, laïquement. Et des deux côtés, parce que j'ai même, bon, avec une sorte d'innocence, puisque j'ai été initiée à la judéité par ma grand-mère allemande, dont la famille était au contraire très impliquée dans la vie juive d'Osnabrück. Le père de ma grand-mère, il était le directeur du consistoire, etc. Et je connaissais très bien finalement cette histoire d'un monde juif qui était voué à la destruction, mais où il y avait vraiment un foyer de culture juive, alors que du côté séfarade, il n'y avait rien. Parce que c'était, d'ailleurs exactement comme pour la famille de Derrida, c'était un monde qui était très peu cultivé, qui était juif par, je dirais, par une sorte d'héritage, mais sans les profondeurs culturelles. Et voilà. Alors je suppose d'ailleurs que dans la famille de mon père, je ne sais même pas s'ils allaient à la synagogue, peut-être, je ne sais pas. Mais donc j'ai eu une éducation qui était à la fois très engagée sur le thème juif, et par exemple mon père était, tout en étant très laïque, il est entré tout de suite chez les éclaireurs juifs. Et l'engagement à l'égard du destin juif était très fort. Voilà. Mais des deux côtés, et pas de la même manière du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas, je pense, enfin c'était délicieux d'ailleurs que ces deux familles se retrouvent et se côtoient, mais en fait, ils ne se connaissaient pas vraiment les uns les autres. Le fait que mon père ait introduit une ashkénaze du côté séfarade, c'est resté assez mystérieux pour tout le monde. Quant à ma grand-mère allemande, quand elle a su que sa fille allait partir vers l'Afrique, elle s'est dit que c'était du délire, quoi. C'était l'Afrique, c'était pas l'Algérie française. Absolument. Oui. Est-ce que vous avez, à cette époque, donc dans le cadre du collège ou du lycée, à Oran, subi l'antisémitisme? Mais d'abord, je n'ai pas été scolarisée, justement. Ah bon, pourquoi? Je faisais partie de ces juifs qui ont pris Vichy avant de rentrer à l'école. Donc, je n'étais pas scolarisée. Ma première école, c'était comme ici, si vous voulez. C'était une salle, comme ça, chez une dame qui s'appelait Madame Bentolila. Donc, j'ai compris longtemps après que c'était une dame juive, parce que j'étais une toute petite fille de 4 ans. Et avec mon petit frère, on était dans cette salle à manger. Il y avait 5 petits garçons devant, puis comme ça, nous on était tout à fait au fond, les deux petits. On faisait des bâtons et des ronds. Parce que les lois raciales de Vichy avaient exclu les Juifs. Mon père était interdit d'exercer la médecine. J'ai su qui était l'ennemi quand j'avais 3 ans, quand Pétain a fait déferler dans les rues d'Oran les jeunesses pétainistes. Et moi, je trouvais ça merveilleux. Je voyais des armées et des armées d'enfants qui comme ça, s'écoulaient dans les rues en chantant à tue-tête Maréchal nous voilà. Alors moi aussi, j'ai chanté Maréchal nous voilà. Et je suis rentrée à la maison en chantant ça à tue-tête. Sur quoi mon père m'a prise, comme ça, il m'a amenée entre ses genoux. Je lui ai donné une photo du maréchal Pétain et il a commencé à m'expliquer les choses. À ce moment-là, lui était interdit d'exercer, il n'y avait plus rien. Enfin, voilà. Et très vite, donc à 4 ans, je savais déjà exactement où on était, à quel point on était pris dans un univers qui était violemment antisémite, explicitement bien sûr. Vous habitiez où à Oran? Alors à Oran, on habitait dans un immeuble,
le site est assez particulier. On était sur ce qu'on appelle la place d'Armes, qui était le centre même de la ville d'Oran, où j'ai vu défiler toutes les armées, les pétainistes, puis... La Libération? Puis, non, d'abord les Américains. Donc la Libération, si vous voulez, mais avec les Américains. Alors les Américains, etc., enfin, voilà, successivement. De Gaulle, bon. Mais nous étions dans un vieil immeuble, assez pourri, il faut dire. Et la rue sur laquelle se dressait cet immeuble, qui s'appelait la rue Philippe, elle descendait presque à pic vers ce qu'on appelait le quartier de la Marine, vers le port. Et c'était le monde des marins, comme dans Genet, absolument. Oui. C'est-à-dire que les marins remontaient comme ça du port, avec leurs petits uniformes, leurs petits pompons, et ils allaient s'achalander dans les commerces de mon grand-père, donc paternel, qui avait travaillé à l'âge de 11 ans et qui avait ouvert une sorte de double magasin, une chapellerie, et puis un commerce de bain-blotterie, de cartes postales, de bureaux de tabac, etc. Enfin, tout. Voilà. Pour moi, c'était des mondes magiques et merveilleux et charmants. Et avec, en plus, poétique. C'est-à-dire, la chapellerie s'appelait High Life. Typiquement séfarade, juif d'Algérie. C'est-à-dire, il y avait une anglomanie extraordinaire, donc voilà. Et le grand magasin qui était sur la place d'Armes, et où on vendait des cartes postales avec des glacés roses, avec des cœurs, comme ça, pour les fiancés des petits matelots. Voilà. Ça s'appelait Aux Deux Mondes. Et je me suis toujours dit, ben oui, bien sûr, le monde, c'est deux mondes, au moins, toujours au moins deux mondes. Et même 2 fois 2 mondes, 4 fois 2 mondes, enfin voilà. Donc j'avais une vision théâtrale de l'univers, et théâtrale spectaculaire, militaire, voilà. En même temps, la place d'Armes, c'était le lieu des pouvoirs. Il y avait le théâtre, la mairie, le cercle militaire, qui était un cercle qui était réservé aux officiers, et où mon père a eu accès quand j'avais 3 ans, parce qu'il a été mobilisé en 1939. Et à ce moment-là, comme il était lieutenant, médecin-lieutenant, hop, le monde magique des jardins militaires a été ouvert pour nous, puis c'est refermé, on a été fichus à la porte tout de suite après. Mon père a bien sûr été expulsé. Et moi, j'ai fait ma première expérience philosophique et du monde qui m'attendait dans ce jardin qui pour moi était le paradis. Je suis rentrée là-dedans, j'avais 2 ans et demi. J'étais folle de bonheur, je me disais, des arbres, des plantes, etc., et des enfants. Voilà. Puis alors une fois que j'étais dedans, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être dedans sans être dedans. J'avais jamais été aussi dehors que dans ce dedans. Et je faisais de grands efforts, je me dis, il me manque quelque chose. C'était un sésame. Comment on fait pour rentrer? Alors, il y avait plein de petits enfants blonds qui se balançaient sur des balançoires, etc. Comme ça par-dessus ma tête. Et je sentais une répulsion, mais que je n'interprétais pas. Puis un jour, je les ai entendus au-dessus de ma tête en train de parler de timbre-poste. Et je me suis dit, ah ben c'est ça, il faut donner les timbres pour être admis dans cette société extraordinaire et joyeuse. Sur quoi je prends la parole et je dis au voltigeur au-dessus de ma tête, mais des timbres, moi j'en ai. Chez moi, il y a plein de timbres. C'était vrai par la famille de ma grand-mère, qui était immense, qui s'était dispersée, à part ceux qui étaient déportés, les autres étaient dans le monde entier. Il y avait tout le temps des enveloppes qui arrivaient chez moi avec des timbres de tous les pays du monde. Voilà. Et il y a une petite au-dessus de ma tête qui m'a craché dessus et qui m'a dit « menteuse ». J'étais sidérée, jamais on ne m'avait lancé un mot qui était une balle absolument. Et donc je demande raison et elle me dit tous les juifs sont menteurs. Tous les juifs sont menteurs, mais je ne savais même pas moi que ni menteur, ni juif, rien du tout. Et ça fait une sorte comme ça de déclaration redoutable et brûlante. Et je suis rentrée avec, voilà, j'ai fait la découverte de ce que c'était que le dilemme, le problème philosophique. En cheminant, je me disais, qu'est-ce que je fais? Si j'amène les timbres, je suis humiliée, je me plie à l'injonction de ce qui venait de m'être infligé.
si je ne les amène pas, je suis la preuve que tous les Juifs sont menteurs. Voilà. Et je suis rentrée chez moi dans un désarroi total. Bon. Et à partir de là, j'ai commencé à goûter toute l'amertume de l'enfer dans le paradis. Et qu'est-ce que vous avez fait finalement? Ben ça, c'est une autre histoire. J'ai commencé à me dire que c'était la guerre, que moi aussi j'avais ma guerre. Pas seulement la guerre dont mon père était victime, mais moi aussi j'avais ma guerre avec les enfants et les bonnes d'enfants, qui étaient assis sur des bancs et qui m'appelaient petite juive. Ensuite, on a été expulsés tout de suite, parce qu'à partir du moment où il y a eu les lois anti-juives, c'était fini. Voilà. Mais dans le jardin, je me suis dit, je vais me venger. Voilà. Je vais tuer une petite fille qui sera la même que moi. Ensuite, j'étais occupée par l'idée de préparer l'assassinat de la petite qui était mon double. Voilà. Je n'ai pas réussi. Mais j'étais décidée à le faire. Ça vous a marqué puisque vous en parlez spontanément aujourd'hui. Non, mais parce que c'était l'expérience primitive. J'ai tout appris à ce moment-là. Mais est-ce que, parce que vous avez quitté l'Algérie vers 18-20 ans pour la France, est-ce que aujourd'hui, comment vous vous souvenez de l'Algérie? Est-ce que ce sont des années heureuses, lumineuses, ou bien ou autre chose? Non, c'était horrible. En fait, j'ai été extrêmement heureuse dans ma petite enfance, parce que ma famille était une famille heureuse. Mon père et ma mère étaient des êtres féeriques, merveilleux, loyaux, courageux, qui n'ont jamais fait peser sur nous les problèmes immenses qu'ils avaient, même pour survivre. Et j'étais hantée, quand j'étais toute petite, j'étais hantée par une sorte de pressentiment du tragique. Parce que je voyais le monde extérieur qui était plein de haine. Dans la rue, il n'y avait que des haines qui s'entrechoquaient. Les haines de chaque population pour l'autre. Voilà, des Français pour les Juifs, une certaine haine. Pour les Arabes, une autre haine. Enfin, il n'y avait que ça, quoi. On vivait dans un monde de méchanceté, de cruauté absolument incroyable. Et alors, il y avait les nazis, alors après, qui pour moi étaient... Il y avait les Américains, j'ai pleuré quand Roosevelt est mort, mais alors comme si c'était mon grand-père. Voilà. Et donc, dans le fond, voilà, de l'univers, je voyais d'une part les nazis, d'autre part les Américains. Mon père avait un ami intime, un médecin, qui a fait ensuite une carrière très brillante, un chirurgien, qui s'est engagé dans les forces libres, enfin qui est parti rejoindre De Gaulle. Et en fait, pour moi, le monde, c'était la guerre. C'était les guerres, l'une dans l'autre, une guerre dans l'autre, à l'infini. Et ensuite, mon père a disparu très tôt, peu de temps après la guerre. Et je me suis retrouvée alors avec maintenant comme ennemi principal ce que je pouvais analyser complètement, c'est-à-dire un colonialisme débridé, répugnant, qui m'a toujours fait absolument horreur. Et je n'avais pas d'espoir. Je me disais, rien ne va sortir de cet enchevêtrement de destruction, d'autodestruction, de lâcheté. Vraiment, je dois dire qu'à part ma propre famille, je n'avais pas vu d'exemple de gens respectables. Je n'ai eu qu'une idée à ce moment-là. Oui. D'abord, le hasard a fait que j'ai été ensuite scolarisée à partir du moment où les Américains sont arrivés. Les lycées étaient antisémites. Et tant que mon père a vécu, donc jusqu'au début 1948, il est intervenu chaque fois dans tous les lycées où je suis passée pour soutenir la laïcité, qui était totalement piétinée en permanence. C'était comme ça. Parce que le monde pétainiste était aussi un monde catholique, et qui était dominant, complètement. Bon, donc, moi, quand j'étais petite, je me disais, il faut partir. Il faut quitter ce pays qui est écrasé par une injustice sur l'autre, tout le temps, quoi. Donc vous n'avez aucune nostalgie de cette Algérie? Non. De votre enfance peut-être, mais pas du pays. De mon enfance, bien sûr, qui était d'une richesse extrême et très dense historiquement, politiquement.
avec laquelle en plus j'étais en accord. Par chance, ma famille n'était pas raciste. Je ne sais pas ce que je serais devenue autrement, mais c'était impossible. Et je suis partie au moment où s'annonçait la guerre d'Algérie. Et oui, parce que vous avez quitté l'Algérie en 1955, donc quelques mois après le début officiel de la guerre d'Algérie, la Toussaint Rouge. Et d'ailleurs, j'ai vécu les prémices de la guerre d'Algérie, et ça a été pour moi aussi quelque chose d'une émotion extraordinaire, même si je pleurais pour tous les morts, tous. Alors, les petits appelés, donc voilà. Rappelons que la Toussaint Rouge, ça a été un massacre d'une centaine d'Européens par des indépendantistes, comme un coup d'éclat, en quelque sorte, et qui a marqué le début officiel de l'insurrection. Parce que je savais que je pensais que ça arriverait. Il y avait dans ma classe, comme je l'ai souvent raconté, quand j'étais au lycée, en troisième sont arrivées 3 musulmanes, ce qui était rarissime. Enfin, il n'y en avait pas, quoi. Moi, j'étais la seule juive, et puis il y avait 3 musulmanes. Voilà. Et j'étais toujours tournée vers elles, je me disais, mais qu'est-ce que vous pensez, mes copines? C'est pas possible. C'était tellement raciste. Voilà. Et en fait, parmi les 3, il y avait Zora Drif, qui était une figure très en pointe du FLN. Donc vous n'avez pas vécu la guerre d'Algérie? Non. Enfin, je l'ai vécue en France. Vous l'avez vécue en France, mais vous ne l'avez pas vécue en Algérie? Non, je n'étais pas en Algérie. Est-ce que l'Algérie a joué dans votre amitié très profonde avec le philosophe Jacques Derrida? Oui, certainement. Parce qu'on avait quand même des sentiments très communs. Oui. Et c'est pas ça du tout. Je dois vous dire une chose, c'est que quand on s'est rencontrés, on n'en a pas parlé du tout, du tout. Et même pendant des décennies, on n'en a pas parlé. Ça ne nous intéressait plus. On avançait dans le texte. C'est-à-dire que la grande aventure, aussi bien pour lui que pour moi, c'est ce qui nous a rassemblés. C'était le texte philosophique ou littéraire, mais ça, le monde de la textualité, d'une promesse absolument infinie et d'une pensée. On ne parlait que de ça. On parlait beaucoup politique, mais pas d'Algérie. Est-ce que c'est pas venu par la suite, et l'Algérie et la judaïté, dans votre amitié? Ça a été déterminant parce que ça a certainement, alors non pas sur le mode d'un objet commun dont on aurait parlé, mais plutôt sur des expériences telles qu'au fond, on était tissés de la même étoffe, c'est-à-dire qu'on ne risquait pas, par exemple, de se brûler à la question juive ou à la question algérienne, etc. Non. Il y avait disons, des poisons qui étaient écartés, et on pouvait s'avancer vers un avenir qu'on imaginait bon, plus intelligent, plus libre, plus fort, plus capable de se mesurer à des enjeux qui étaient la modernité. Alors, on s'est rencontrés extrêmement tôt. Il commençait à peine à écrire. Et vous étiez de la même génération? Ah non, il était on peut considérer qu'il était d'une génération plus... Il avait 7 ans de plus que moi, et à cet âge-là, ça compte. Ça ne fait pas une génération, mais c'est... Ça comptait, ça faisait une génération dans l'inscription, dans l'institution, voilà. Quand vous êtes arrivé à Paris, donc, en 1955, pour vos études, donc vos études, ça a été, je passe rapidement, mais ça a été une agrégation d'anglais, et puis ça a été un doctorat ès-lettres, consacré à James Joyce. Vous vous destiniez à être professeur? Alors, pour dire les choses plus précisément, je me destinais à la littérature. J'avais vécu deux livres, voilà, pour moi le monde vivable, il était en littérature. J'étais réfugiée dans les livres en permanence. Et après, je me suis dit, ben alors, comment on fait moi, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux habiter, mais on fait comment? Ben, il n'y avait qu'une seule solution, c'était d'avoir comme objet, comme métier, les livres. Ben, je n'ai pas du tout imaginé que j'écrirais, mais par contre, que je resterais comme ça, au pays des livres, oui. Ben, il n'y avait qu'une seule solution, c'était ça. Dans le monde universitaire que vous avez découvert par vos études et ensuite par vos enseignements, enfin déjà par vos études donc dans les années 60 à Paris, est-ce que vous avez ressenti l'antisémitisme? Non. Alors ça m'a frappé ça justement. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, j'ai eu comme une sorte de manque. Je me suis dit tiens,
quand j'ouvre une porte, on me dit pas petite juive, comme on me disait toujours en Algérie. Je pouvais aller nulle part sans qu'on me dise sale juive ou petite juive. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre. Alors je suis arrivée en France, que je ne connaissais pas, qui n'était pas mon pays. Je n'étais pas française. Enfin, j'étais française, si, française. Si, mais d'Algérie. Oui. Donc, je ne savais pas ce que c'était que la France. Ma mère n'avait pas vécu en France, sauf 1 ou 2 années où elle était venue apprendre le français. Et donc, pour moi, c'était un pays étranger, mais en même temps, celui auquel, effectivement, j'avais droit légitimement, mais voilà, bon. Et alors, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne suis pas mise à l'index tout de suite, classée, marginalisée tout de suite, comme c'était le cas toujours en Algérie? Et eh bien, c'est que, en fait, pour les Français, les Juifs, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. À l'époque. À ce moment-là, dans cette toute petite tranche de temps, c'est-à-dire avant qu'arrivent les séfarades en France. Ça a changé quelque chose pour vous? Ah ben ça a été radical. Et il faut dire que c'était très intéressant. Il n'y avait plus de Juifs, parce que les Juifs français, ils avaient été déportés ou laminés, il y en avait très très peu. Il y avait peut-être 30 000 Juifs, c'était rien dans une population. Alors là, je me suis dit, ah, ben dis donc, parce qu'en Algérie, il y en avait quand même beaucoup. Et bien, est-ce qu'à partir du moment où il y a un changement, que vous... Alors, en 62, arrivent à ce moment-là les rapatriés. Les rapatriés, auxquels nous n'appartenions pas. Ma mère est restée en Algérie. Ah bon? Elle était allemande, elle ne s'est jamais sentie, évidemment, française d'Algérie, et pour cause. Et donc, elle était devenue sage-femme après la mort de mon père, parce que tout d'un coup, on s'est retrouvés sans rien. Et elle était veuve, elle avait 36 ans, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Elle est restée après l'indépendance, mais jusqu'à quand? Jusqu'en 71, où elle a été chassée. Pourquoi? Alors, parce qu'elle avait encore... Elle faisait partie des 10 personnels médicaux, si on peut dire, qui étaient encore en Algérie, qui pour la plupart étaient juifs, et à qui on a donné le billet de sortie à toute vitesse. Voilà. Est-ce que... Par la suite... Elle a été expulsée, donc elle n'était ni rapatriée, ni rien du tout, quoi. Oui, elle est arrivée en France avec une valise, c'est tout. Est-ce que par la suite, dans le monde, pas seulement universitaire, mais disons intellectuel au sens large en France, est-ce que vous avez été essentialisé comme juif? Non. Et de toute façon, j'ai très vite compris que ma cause principale, enfin la première, la plus urgente, c'était les femmes. Oui. Parce qu'en Algérie, la dominante, c'était tellement les racismes que les femmes, par chance, par miracle, et ça c'est une chance de mon existence, faisais partie des femmes par le métier de ma mère, auquel j'ai participé. C'est-à-dire que elle est devenue sage-femme, elle était sage-femme dans les bidonvilles, mais comme quand elle a fait ses études, elle avait déjà une 40aine d'années, elle m'a dit, tu viens avec moi, je travaillais, quand j'avais 14 ans, j'allais avec elle à l'hôpital. Et ensuite, je suis rentrée dans son métier, et j'ai vu mon premier accouchement, j'avais 14 ans par exemple, le premier accouchement à l'hôpital, et un peu partout, et c'était dans le monde évidemment des Algériennes. Et donc le monde de la douleur des femmes, de la difficulté, des combats qui n'avaient pas lieu parce que c'était des femmes complètement écrasées, des femmes qui avaient 10, 12, 15 enfants, etc. Enfin bon, tout ça je l'ai vécu intimement, charnellement, et c'était mon monde affectif et le monde je dirais, de la grandeur de ma mère, qui était une sage-femme extraordinaire. Ça, vous l'avez vécu en première ligne, si je puis dire. Ah oui, absolument. Mais dans le cadre de la souffrance et de la douleur. Et en même temps, de ce qu'il peut y avoir entre femmes. C'est-à-dire, les femmes se parlent entre elles, elles se touchent. Une solidarité? Je pense qu'il y avait un enfermement, quand même. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui se communique, qui est une expérience commune, un destin qui se confie, etc. Enfin bon, voilà. Même si, je veux dire, dans le monde de la pauvreté, de la misère des Algériennes à l'époque, il y avait énormément d'hommes qui pleuraient. Hein. Ça, j'en ai beaucoup vu. Des maris qui étaient des brutes, des assassins, et d'autres qui étaient au contraire des très doux. Vous avez été une pionnière dans l'étude et la défense de la cause des femmes. Vous avez créé en 1974 le centre d'études féminines et d'études de genre. Alors, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des études de genre aujourd'hui?
Ben, par exemple, moi, ça ne s'appelait pas études de genre, d'ailleurs, ça aurait été impossible. Ça s'appelle aujourd'hui comme ça? Ça s'appelle comme ça maintenant. Mais à l'époque, quand j'ai créé ça... ça... s'appelait comment? Centre d'études? Ça s'appelle d'études féminines et de genre, oui. Ah ben, ça s'appelait comme ça déjà? Ah non, non, c'était seulement études féminines. J'aurais pas pu, parce que même pour le créer en 1974, où j'ai profité d'un remaniement institutionnel... À Vincennes, hein. À Vincennes, je ne voulais pas appeler ça comme ça, études féminines, je trouve ça ridicule. Mais c'était la seule chose qui était acceptable par le ministère, parce que c'était une copie de Women's Studies. Alors, avec le recul du demi-siècle, pratiquement, oui. Comment jugez-vous aujourd'hui ce qu'on appelle les études de genre et l'importance que ça a prise? D'abord, c'est très diversifié. Il y a toute espèce de tendance, d'adhésion à telle ou telle idéologie, ou telle... voilà. Et puis, comme vous le savez, c'est traversé aussi par énormément de tensions qui sont ce qu'on appelle l'intersectionnalité, alors avec des dominantes, des mineurs, etc. Mais vous êtes proche de tout ça, ou bien? Ah bah oui, je le suis. Mais de toute façon, pour dire les choses, c'est ma fille qui a pris la direction de tout ça, qui maintenant va s'éloigner, parce qu'elle arrive aussi au terme de sa longue carrière. Ma fille qui a été pendant 25 ans universitaire aux États-Unis, à Cornell, et qui ensuite est rentrée en France, là, et qui dirigeait les études de genre à Paris. Mais les tendances... Alors, moi, quand j'ai créé les études féminines, ça avait un accent très fort du côté de littérature-philosophie, psychanalyse, il y avait histoire, etc. Enfin, c'était très, 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 comme ça, interdisciplinaire. Mais vous savez, 50 ans, c'est très long, si on le prend sur le plan institutionnel et sur le plan des idéologies. C'est comme s'il y avait tous les 15 ans, il y a une sorte de succession générationnelle. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, etc., une sorte de mutation, et qui s'accompagne d'abord d'une abolition de ce qu'il y a eu avant, ça c'est toujours le cas, d'une relance, on repart à zéro, mais avec une sorte d'orientation qui a l'air d'être différente, mais qui ne l'est pas, parce que fondamentalement, le combat est toujours le même. Voilà. Et ça, évidemment, je le suis, je le vois. Alors après, on utilise aussi une terminologie pour marquer une différence qui n'est pas tellement existante. Comme par exemple, quand je voyais arriver... On a maintenant légalisé le terme de féminicide. Mais dans les années 70, il y avait constamment d'énormes manifestations concernant justement ce qu'on appelait aussi le féminicide. Après, c'est enfoui, effacé, et hop, on repart. Mais c'est comme pour tout ce qui est politique, hein. Ça fonctionne de la même manière. Mais vous n'avez pas le sentiment que du temps où vous étiez très engagé donc, dans la création de ce centre, et donc des luttes dites féministes, pour dire les choses le plus simples, c'était moins idéologique que maintenant? Ah non. Non, ça je ne le crois pas du tout. Non. Enfin, à moins que vous utilisiez le mot idéologique comme synonyme de ce qu'on voit apparaître maintenant. Oui. Ah non, moi je pense que cette vague, ce qu'on appelle le mouvement des femmes, le MLF, bon, comme ça, c'était divisé de manière extraordinaire. Il y avait de tout. Et avec des orientations et des leaders aussi. Est-ce que ce n'était pas moins radical qu'aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Pas du tout. Vous ne trouvez pas que le débat a évolué, pas seulement vis-à-vis des femmes, mais que le débat est aujourd'hui beaucoup plus crispé, le débat d'idées? C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'il y a au niveau national, en France, une sorte d'admission que les femmes existent et qu'elles réclament quelque chose. C'est beaucoup plus largement admis, c'est beaucoup plus marginal dans les années 70-80. Donc il y a un changement tout de même. Oui, bien sûr, historiquement, il y a, et ne serait-ce que parce qu'il y a eu des progrès tout le temps, qui ont d'ailleurs été, même pendant... Moi, j'étais d'ailleurs assez frappée par le fait que c'est la droite qui a accordé au fur et à mesure des lois, comme la loi Veil, aux femmes. Bon, ce qui me paraissait être absolument paradoxal. Mais parce qu'il y avait... Bon, maintenant c'est même assez récent quand même, parce que l'histoire de MeToo, etc., c'est très récent, oui, si on y pense. Mais le combat des femmes, il est très ancien, et moi je dirais que
que les arguments des femmes ont toujours été les mêmes d'une certaine manière, sauf que maintenant on l'oublie parce que ça devient comme ça du passé et qu'on n'a plus beaucoup de rapport à l'histoire. Mais moi j'ai trouvé admirable, par exemple, les suffragettes en Angleterre. Leur capacité de résister, c'était inouï. Ça a toujours été comme ça. Alors, on retrouve un peu tout ça en filigrane, de manière implicite, en tout cas moi je l'ai retrouvé parfois, des échos. Dans votre livre Rêvoir, qui est le dernier en date, qui vient de paraître chez Gallimard, déjà évidemment le titre fait sens bien sûr, mais il demande une explication, parce que est-ce que c'est un a priori, quand on le lit comme ça, Rêvoir, est-ce que c'est un réservoir de rêves? Il y a de ça. Il y a de ça, mais pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que c'est un livre qui est plein de fantômes, mais de présence, des morts qui sont toujours vivants. Et puis moi je trouve qu'il y a surtout un personnage qui est partout, mais pas seulement dans ce livre, mais dans beaucoup de vos livres, c'est votre mère. J'allais dire à l'exclusion de votre père. Ce serait peut-être trop, mais en tout cas, c'est surtout elle qui apparaît. Alors, vous avez raison, c'est pas à l'exclusion. C'est pas en excluant le père qui est très présent pour moi intérieurement et à qui je dois beaucoup. Mais vous en parlez moins. Et en fait, dans le livre qui va sortir l'année prochaine chez Gallimard, il est très présent. Parce que le hasard a fait que je suis revenue sur des années où il était la personnalité dominante. Et c'était les années, justement, 30-40. Et voilà. Et quelque chose, alors je vous le confie, parce que pour moi ça a été un moment d'émotion qui m'est arrivé il y a quelque temps, il y a quelques mois, dans une sorte comme ça de moment d'héritage, de papier, de famille, m'est arrivé un paquet de papiers en provenance justement de l'époque oranaise de mon père, dont une nécrologie, petite comme ça, découpée dans un journal, dont j'ai reconstitué par une recherche archivée que c'était l'Écho d'Oran. Est-ce que c'était l'Écho d'Oran? Non, c'était Oran républicain, c'est-à-dire un journal de gauche en fait, et qui annonçait en 1948 la mort de mon père, comme mort brutale, qui a surpris tout le monde. Voilà. C'était écrit en ces termes, et en disant que probablement il était mort de la blessure qu'avait été l'hitléropétainisme. Et je me suis dit, eh bien ça c'est vrai. Il est mort de ça? Je pense que ça l'a atteint énormément. D'avoir été écarté et interdit? Non. Pas d'avoir. Lui, non, c'était pas une personnalité narcissique. C'était ce que ça annonçait comme trahison, comme rejet de l'histoire justement des Juifs qui rêvaient sur la trace de Hugo d'être des Français, ce qui était le cas de ma famille. Et la découverte que la République n'était pas fiable. Et je pense que sa puissance, il avait une puissance extraordinaire et il a été vénéré en fait par tout le monde. À la fois comme médecin? Comme médecin et comme homme. C'était un maître à penser. Il était généraliste ou? Il a commencé comme généraliste, mais de toute façon je pense que mon père a été atteint par ceux qu'il soignait, c'est-à-dire par la tuberculose. Il était spécialiste de la tuberculose et il l'a attrapé. Et je sais qu'il a failli ne pas se marier en ayant ses premières hémoptysies dont il s'est dit, si c'est la tuberculose, ça arrête tout, parce qu'à ce moment-là on mourrait toujours, ce qui a été son cas. Et son patron de thèse, qui était pneumologue, lui a dit non, c'est pas la tuberculose. Ce qui a fait que j'ai existé, sinon tout s'arrêtait. Mais ça a recommencé. Et donc il est mort très tôt, et il devait savoir qu'il allait mourir vite. Mais tout de suite après la guerre, on est parti de la ville d'Oran. Et il s'est installé à Alger en faisant une formation de radiologue. Donc il a installé le premier cabinet de radiologie d'Algérie. Et à peine l'avait-il ouvert qu'il est mort.
De toute façon, à son époque, la médecine c'était une blague. Il n'y avait rien. Et quelques mois après sa mort, on a inventé la streptomycine et il aurait pu survivre. Mais c'était fini. Mais c'était quelqu'un qui a eu une influence morale sur tout son entourage. Oui. Toujours. Et il m'arrive de rencontrer des gens qui ont encore comme ça la trace et le souvenir de l'aura de mon père. Maintenant, je dois dire qu'il a représenté l'entrée de la mort dans ma vie et ma mère, au contraire, la ténacité de la vie. Dans votre livre, vous avez cette phrase magnifique, une fois tout oublié, ce qui reste, c'est l'inoubliable. Oui. Alors, qu'est-ce qui est inoubliable en l'espèce? Alors, dans ce que je viens de dire, par exemple? Mais oui, ou dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Pour moi, en tout cas, parce que c'est... je pense que finalement, si je devais vraiment répondre en direct à cette question, je dirais que ma fonction oubli, je la trouve assez... Enfin, elle nettoie bien, c'est-à-dire qu'elle élimine tout ce que je considère comme la boue, l'excrémentiel de l'histoire qui est immense, pour ne garder que la promesse de la vie. Et c'est pour ça que ma mère est tellement présente, parce que ma mère était quelqu'un de tellement directement, sans aucun détour en rapport avec le vivant. Vraiment, elle était faite pour être sage-femme. C'est-à-dire, c'est le moment le plus beau, en fait, dans la médecine. Après tout, on ne fait que mettre de la vie au monde. Voilà. Et très rare. Comme disait toujours ma mère, moi, j'ai jamais eu de mort. C'est vrai, elle n'a eu que de la vie. D'ailleurs, dans votre livre, on pourrait croire comme ça que la mort est omniprésente, mais en fait, c'est plutôt l'idée de la mort. Non, c'est la mort. Je l'ai vécu très tôt. Je pense que le fait que mon père ait disparu brutalement quand j'avais 10 ans, ça a été quelque chose dont je ne me suis jamais guérie. C'est ça l'inoubliable. Ça, c'est absolument inoubliable. Mais c'est même pas la mort, c'est le fait que nous sommes mortels. Et par ailleurs, mon existence a été jalonnée justement par des morts et des morts extrêmement cruelles. Chaque fois, je perdais vraiment une de mes vies. Voilà. Et donc, je vis comme ça à double vie, c'est-à-dire vie avec mort et vie au-delà de la vie. Mais le fait que ce soit ma mère qui soit présente, c'est qu'elle a vécu avec moi. Ma mère est morte à 103 ans. Elle était toujours là. Voilà. C'est elle l'ombre? Alors, mais il y a parce que vous parlez de l'ombre avec un haut capital dans le livre. Non, il n'y a plus d'une ombre. Il y a les gens que j'ai aimés qui ont été vraiment, pour moi, les êtres sans lesquels j'ai jamais pensé, vécu, avancé. Et ma mère, comme principe de vie, parce qu'il se trouve qu'elle était douée pour ça, c'était... Et alors, je veux dire, ce principe de vie, parce que, par contre, parfois, la pauvre, alors qu'elle avait une sorte de pureté comme ça, immédiate, de respect de la vie et de lutte pour la vie, et de protection de la vie, elle me disait toujours, mais pourquoi tu viens pas au parc te promener avec moi, au lieu d'écrire, d'être avec ce diable-là qui te fait écrire des livres? À quoi ça sert? Voilà. Et alors, de temps en temps, il y avait des gens qui me disaient, Madame, vous avez lu le livre de votre fille? Alors, Eugénie, elle disait, oui, oui. Vous savez, ma fille a beaucoup d'imagination. Elle pensait que j'inventais tout. Je disais, mais là, c'est toi, là, qui a là, tu vois. Bon. Allez, viens, on va aller au marché. Bon, très bien. Vous écrivez aussi dans Rêvoir, change-t-on la couleur de la langue que tout peut s'écrouler dans un texte et que les pages peuvent se fondre et se dissiper. Mais quelle est la couleur de votre langue quand vous écrivez? Mais j'en ai plusieurs. Mais dans Rêvoir, dans le dernier, par exemple. Dans Rêvoir? Parce que ce n'est pas la même couleur que dans l'autre, le livre de Prométhée, qui est réédité dans l'imaginaire, avec une autre préface que la vôtre, Adèle Abdeslem.
Quelle est la couleur de votre langue ici? Dans Révoir? Oui. Mais il se trouve que Révoir a été écrit dans ma maison d'écriture, qui est dans le sud-ouest de la France. Où ça? Et à Arcachon, pour dire les choses. Mais c'est en fait, moi je dirais que c'est pas Arcachon, c'est dans la forêt, c'est un petit morceau de forêt. Et que là, je sais depuis toujours que une des révélations de mon existence, c'est mon rapport extrêmement intense à la nature. Je me suis rendu compte très vite, puisque j'ai commencé ma carrière d'enseignement à Arcachon. Quand j'ai eu la grecque, on m'a dit qu'est-ce que vous voulez comme poste. Il y avait plusieurs. J'ai vu qu'il y avait Arcachon, j'ai dit Arcachon. Pourquoi? Parce que c'était la mer et la forêt. Et alors que j'étais quelqu'un des grandes villes, que j'ai vécu dans une grande ville, toujours. J'ai été à Oran, qui était une grande ville, ensuite à Alger, qui était une grande ville, ensuite à Paris, etc. Mais je me suis précipitée vers la nature. Et la mer? Et la mer, qui n'était pas la Méditerranée. Non. C'est une autre mer, une mer plus virile, mais plus libre, plus sauvage, plus pure, moins polluée. Et donc je vis dans les arbres, et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'arbres, de vent et voilà, de souffle pour porter l'écriture. Et alors je ne sais pas si c'est de ma part une sorte de mise à l'abri, loin de la violence des villes, qui est extrême. Je ne sais pas. Enfin, c'est ça. Et donc, si vous me demandez la couleur de Révoir, pour moi, ça affiche tout de suite ce qui est toujours près de moi, d'ailleurs, et qui sont les grands arbres, dont je connais la vie, que j'aime, qui restent sauvages, parce que c'est une région qui est sauvage. Et les animaux, qui sont très proches. À commencer par les chats. Alors les chats, mais vous savez, dans ma maison d'écriture, c'est plein d'écureuils, et il y a aussi des hérissons, toute espèce de bêtes souterraines. Oui, mais ici, à Paris, chez vous, vous nous avez accueillis, il y a des chats, et c'est très important, parce que vous leur parlez beaucoup, ils vous répondent. Mais il y a Isha, là, à côté de vous. Oui, je vois bien. Mais parce qu'elle participe toujours à Isha. Alors Isha, par contre, c'est un nom hébreu. Ça, je le dis pour Acadème. C'est-à-dire? Avant, mes chats d'avant, elles avaient des noms grecs. Elles s'appelaient Philia et Aletheia. Et avant, il y avait encore des chats. Et quand Philia et Aletheia se sont éteintes, à mon grand chagrin. Il y a longtemps? Il y a 2 ans, c'est-à-dire quand voilà. Alors je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas vivre sans des réincarnations. Donc sont arrivées Isha et Raya, donc je ne sais pas où elle est passée. Bon. Alors je me suis dit, bon, j'ai failli les appeler Philia et Aletheia, je me suis dit non, c'est pas bien, donc à ce moment-là, c'est imposé à moi, Raya, qui était le nom juif de ma mère, qui s'appelait Ève. Voilà. Ma mère ne savait pas qu'elle s'appelait Raya. J'ai trouvé ça dans la Bible de son père, qui est toujours là, en hébreu, et où il a écrit en hébreu quelque chose qui s'adresse à sa première fille, ma mère, et qu'il appelle Raya. Je ne pouvais pas le lire, je l'ai fait lire par quelqu'un qui lisait l'hébreu. Alors je me suis dit, bon alors c'est Raya, et à ce moment-là, si c'est Raya, l'autre, ça doit être la même chose. Et c'était donc Isha, c'est-à-dire le nom de la femme avant de s'appeler Ève. Donc les 2 chattes sont des réincarnations de votre mère? Ma mère n'était pas chat, comme le sont les juifs. Enfin, pas animal. C'est-à-dire que je remarquais d'ailleurs dans ma famille que je me disais, c'est bizarre, à part mon père, qui avait une compassion, une empathie pour les animaux, et qui était, en tant que médecin, qui soignait aussi l'animal qui souffrait. Alors, je voyais bien que les animaux n'étaient pas bienvenus. Et ça, j'ai toujours eu des rapports tendus avec ma mère, ma grand-mère, etc., dans leur non-empathie pour les animaux. Et quand j'ai commencé à faire rentrer les animaux dans la maison, ma mère me disait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces créatures ?» Je leur dis « Je discute avec elles, comme avec toi. »
Alors elle essayait de voir si par hasard, et une ou deux fois je l'ai surprise comme ça, faisant des tentatives, quand j'étais pas là, pour avoir une conversation en chat avec mes chats. Mais pourquoi pensez-vous que cette absence d'empathie pour les animaux est assez juive? Je pense que, ça pourrait être chrétien, hein, s'il n'y avait pas Saint François d'Assise, je ne sais pas ce que ça serait, hein. Mais, et on pourrait dire ça aussi des pays sous-développés, enfin bon, c'est pas le propre des Juifs. Mais ça me frappait parce que quand je me disais, mais comment se fait-il que, même si je sais que dans la Bible, et c'était pratiqué par ma propre famille maternelle, on faisait attention à ce que les serviteurs humains et animaux soient servis d'abord. Ça, c'était la loi dans la famille de ma grand-mère. Bon. Mais je voyais bien aussi que ça, c'est prendre soin des vies, voilà, c'est une recommandation, mais c'est l'homme d'abord chez les Juifs. Et avec l'histoire des Juifs, ça s'est accentué. C'est l'humain d'abord. C'est pas que ce soit des lois. Je pense que c'est un état d'esprit qui se transmet. En tout cas, on retrouve les échos dans ces deux livres, d'une manière ou d'une autre. Hein. Rêvoir, qui est paru chez Gallimard, et le livre de Prométhée, qui a été réédité dans la collection L'Imaginaire, chez Gallimard également. Et nous avons hâte de découvrir ce que vous direz de votre père, Hélène Cixous, dans le livre à venir. Probablement, peut-être l'année prochaine. Mon père m'a laissé les livres. Voilà. Ma mère ne m'a pas laissé, elle m'a laissé toute l'histoire. Et mon père m'a laissé sa bibliothèque, qui était un petit peu comme, vous savez, Rousseau a hérité de la bibliothèque de sa mère. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Confessions, c'est extraordinaire. Où on voit le jeune Rousseau se nourrir de la bibliothèque de sa mère, des romans en particulier, et passer sa nuit à lire les livres avec son père. Les deux garçons en train de lire et de se nourrir de ce lait intellectuel en provenance de la mère. Merci Hélène Cixous. Merci.